La proposition de loi électorale de l'honorable Ntingue Pouloulou semble créer déjà des polémiques. On va en parler dans cette émission. Moïse Katumbi est-il toujours visé par cette loi? La classe politique congolaise ne veut plus de Moïse Katumbi ou quoi? Chers compatriotes, qu'est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui? Derrière Ntingue, qui se cache? Ce sont des questions que nous nous posons. En dehors de cela, nous allons parler des prouesses déjà réalisées par les troupes ougandaises aux côtés des troupes congolaises du côté de l'Est. Miliciens Kadeko, brûlés vifs, tout ça. Pourquoi la population est arrivée à ce niveau, chers compatriotes? La colère, la vengeance ou quoi? Libertinage déjà de l'autre côté, la loi du talion, je ne comprends plus rien. Chers compatriotes, nous sommes là pour en parler et nous allons épingler certainement d'autres questions d'actualité ensemble avec Sélé Kanangila, qui est analyste politique en République démocratique du Congo, en même temps porte-parole nationale du parti CNC. Sélé, bonjour. Bonjour Stéphane Balamangé, merci beaucoup de l'honneur que vous me faites en m'invitant aujourd'hui dans cette émission. Je suis très heureux, j'espère que nous allons passer de très bons moments avec vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Après la loi Tchani, la proposition de loi Tchani bien sûr, portant verrouillage de certains postes de souveraineté en République démocratique du Congo. Là, je fais allusion plutôt à la présidence, je fais allusion présidence Assemblée nationale, présidence Sénat, ministère régalien, consort. Aujourd'hui, toujours le même honorable Ntingue Pouloulou. Dans le premier cas, il était juste le parrain, le porteur bien sûr de la loi. Mais dans le deuxième cas, il devient l'auteur. Qu'est-ce qui se passe avec Ntingue? Puisqu'il sait que de l'autre côté, ça n'a pas marché, maintenant il tente avec notre loi. Et cette fois-ci, c'est la loi, une proposition de loi électorale pour verrouiller encore le poste du président de la République. On vise qui? Alors, je vais revenir à votre question, Stéphane. Je crois que ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais les faire quand même dans le cas du biscuit de l'émission. Je crois que vous avez suivi ces débats autour du pasteur Paul Mukendi, qui est un homme de Dieu qui était basé au Canada. Bien sûr, je connais, qui a eu à violer. Il a été taxé de violer. Non, mais laissez-moi vous donner les informations. Ok, vas-y. Et donc, cet homme de Dieu a fait un grand travail remarquable au Canada en termes du salut des âmes. Oui. Il a été la source de bénédiction matérielle et spirituelle pour beaucoup de Canadiens. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au Canada, tous les habitants ne jurent que sur lui, donc ne veulent que ça soit lui qui leur enseigne la parole de Dieu, qui leur montre la bonne voie et tout ça. Il vivait au Canada, si vous voulez, depuis plusieurs années. Il est marié, père d'une famille, donc un homme de Dieu responsable. Avant de préparer cette émission, je suis même entré en contact avec quelques amis journalistes canadiens qui m'ont dit effectivement que Paul Mukendi, c'est un homme de Dieu intègre, qui n'a rien à se reprocher. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi, Stéphane? C'est que vous avez vu ce que les autres personnes appellent l'évolution au monde, où il y a même dans certains pays où on a légalisé le mariage pour tous. Et donc, Paul Mukendi, ce n'est pas du genre tu es partenaire, tu es quelqu'un de l'État, tu es élevé, je ne sais pas, en dignité, et que si tu commets des bêtises, il doit couvrir, comme le font certains pasteurs. Et donc, il est juste resté fidèle à la mission que Dieu lui a confiée, celle d'enseigner la bonne nouvelle, de demander au peuple canadien de fuir le péché et de suivre Jésus-Christ. C'est dans ce sens qu'il va développer une prédication contre le mariage pour tous, contre l'homosexualité. Le seul péché que Mukendi a fait au Canada, c'est d'avoir dit aux Canadiens que l'homosexualité est diabolique et que Dieu n'est pas content du mariage pour tous. Alors, vous savez que cette prédication a dérangé beaucoup de gens, a dérangé beaucoup d'autorités canadiennes. C'est comme ça qu'on voit... Qui sont homosexuels. Bon, moi je ne suis pas ici c'est bon. Non, moi je ne suis pas ici. Vous savez que moi je ne suis pas vraiment dans des affirmations. Bien sûr. Je note seulement que le pasteur Paul Mukendi est resté fidèle à sa mission, celle d'apporter, d'annoncer la bonne nouvelle.
Et selon sa foi, selon sa conviction, c'est que le mariage pour tous qui est en train d'être normalisé à travers le monde est un péché. Ce mariage, il est diabolique. Voici le seul péché que ce pasteur a commis et qui lui a valu les traitements méchants dont il a été victime. Je rappelle ici que c'est quand il commence ce message-là, parce qu'il est trop suivi au Canada, à la télévision tout comme à la radio. Il a été, je l'ai dit dans mon introduction, la bénédiction, la source de bénédiction est matérielle et financière et spirituelle pour beaucoup de Canadiens. Aujourd'hui, c'est le seul pasteur noir, le seul pasteur congolais qui a fait beaucoup d'exploits au Canada. Et donc, cet homme devient une bête à abattre seulement lorsqu'il développe son enseignement contre l'homosexualité, contre le mariage pour tous. C'est comme ça qu'on va monter un petit coup, on prend une fille que l'on présente comme mineure, la fille qui n'avait jamais rencontré le pasteur, la fille qui s'est plus d'une fois rebuffée, même devant les tribunaux. Mais comme l'objectif était de faire taire un homme parce qu'il a apporté un message contraire à ce qu'ils appellent business là-bas. Et donc, les choses s'étaient passées dans l'illégalité la plus totale jusqu'à arrêter le pasteur Paul Mukendi injustement. Mais parce qu'au Canada, il y a les gens qui croient en lui, parce qu'au Canada, il y a les gens qui pensent que c'est un homme de Dieu intègre qui n'a rien à se reprocher et à qui on ne reproche absolument de rien. Ce sont ces Canadiens qui l'ont aidé à quitter le Canada, conscient qu'il était victime d'une injustice pour qu'il puisse rentrer dans ce pays. Et donc, arrivé au Congo, Paul Mukendi n'a pas dérogé à la règle. Il est resté fidèle à son appel, fidèle à la mission. La mission, c'est d'amener le peuple, d'amener le monde entier à quitter le péché. C'est l'essence d'une grande conférence biblique qu'il va organiser les 16, les 17 et les 18 décembre à Showbuzz, de 16h à 19h, sous le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Or, l'homosexualité, c'est du siècle présent. Et donc, j'encourage les Quinois qui les soutiennent, qui comprennent qu'il est l'un des nôtres. Moi, je ne vois pas un Français, quel que soit ce qu'il a fait, encore, alors que Paul Mukendi ne l'a pas fait, mais un Français, quel que soit ce qu'il a fait, dès qu'il se sent inquiété dans un pays, qu'il rentre dans son pays, tout de suite, il est protégé, il est aimé. Je ne peux pas comprendre qu'ici, sur base de mensonges, que certains Quinois, que certains Congolais entrent en danse comme pour combattre leur frère qui est juste victime de l'injustice. Et donc, il a promis de passer aux Congolais le message que Dieu lui a donné. Donc pendant ces 3 jours-là, j'encourage les Quinois, j'encourage les Congolais à venir. Le bus, ils seront gratuits. Donc quel que soit là où tu seras, on va te prendre les 16, les 17 et les 18 pour t'amener à Showbuzz afin que tu puisses écouter le message que Dieu a donné à son serviteur, le pasteur Paul Mukendi. Très bien. Le message est passé, rentrons maintenant. Et donc le discours par rapport au viol, c'est un faux discours. Voilà. Mukendi est juste victime de la fidélité à son alliance avec Dieu. Bien sûr, en quelque sorte de son combat. Le vrai combat. Le vrai combat, c'est qu'il s'est levé le contre l'homosexualité. Oui. Au salut, bien sûr. Il s'est levé contre l'homosexualité. Très bien. Alors, et je rappelle que même ici au Congo, les députés Steve Mbikaï avaient initié une loi contre l'homosexualité en RDC. Bien sûr. Il avait initié, je ne sais pas ce qu'il y a cette proposition-là. Dans notre pays, on ne peut qu'encourager ça. Voilà. Merci. J'en viens à votre question. Vous savez, moi je suis du CNC, Stéphane Balamon. Bien sûr. J'étais toujours dit que nous, au CNC, nous prônons, notre autorité morale prône une gouvernance axée sur l'intérêt général. Dans tout ce que nous entreprenons, nous, comme démarche, nous regardons l'intérêt général. C'est quoi que veulent les Congolais maintenant? Les Congolais veulent qu'en 2023, qu'ils aient les élections. Ouais. Parce que c'est ce qui est dit dans leur loi fondamentale, qui se trouve être la Constitution. Très et bien. nous sommes dans cette dynamique-là. Ouais. Mais pendant que la CENI, qui est organe organisateur des élections, s'apprête à lancer les opérations, pendant que les partis politiques comme le CNC depuis Soumabilou préparent sérieusement ces élections-là pour faire élire Tshisekedi dans le cadre de son 2e mandat constitutionnel, Ouais. le CNC ne peut pas interdire à un député qui est payé par l'État pour légiférer, de le faire. Bien sûr que oui. Absolument pas. Et donc, M. Ntsingui Pouloulou est en train d'agir dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. L'intention. Non, je ne sais pas Ouais, pourquoi c'est vous ça voulez... le problème. S'il vous plaît, il n'y a pas d'intention ici.
je ne sais pas pourquoi on doit faire un débat autour de l'intention, Stéphane Balamongue. Ntinki Pouloulou est député national. Il a pour mission de légiférer et de contrôler les actions du gouvernement. Est-ce que prendre une proposition de loi fait partie de ses missions ou pas? Je dis tout de suite, ça fait partie de ses missions. Sans problème. J'arrive, laissez-moi avancer. Vas-y alors. Quand vous faites les tours du monde, Oui. ne deviens pas président qui veut, Stéphane Balamongue. Ouais. Ne deviens pas président qui veut. Ouais. Quand vous allez en Algérie ici, pour être président de la République, il faut être des pères et des mères algériens, mais il faut être de la religion musulmane. C'est une condition. Bien sûr. Quand vous allez en Zambie, il faut être zambien des pères et des mères. Eux-mêmes, ils partent même très loin, ils vous disent, même tes arrière-grands-parents, il faut prouver qu'ils ont été zambiens et que pendant, là je crois c'est au Gabon, où il y a même une loi qui dit que pour être candidat, il faut avoir séjourné, il faut avoir vécu au Gabon pendant 2 ans avant les élections. Ça signifie que à travers le monde, il y a toujours des dispositions qui sont prises pour sécuriser la fonction du président de la République. Quand vous allez aux États-Unis, on vous dit qu'il faut avoir été mis au monde aux États-Unis. Ah, sur le sol américain, oui. Sur le sol américain. Oui, bien Et sûr. donc, ce n'est pas au Congo qu'on va alors empêcher à un député élu de faire son travail, c'est lui de produire les lois. Et donc, je note ici... Y a-t-il un danger? Il n'y a aucun danger. Alors, Il y a pourquoi aucun danger. la loi vient pour réglementer une société ou pour, bien sûr, nous épargner à certaines choses? Il y a quel danger aujourd'hui? C'est quoi la nécessité? La nécessité, elle est la suivante. La grande nécessité, c'est la protection de la fonction du président de la République. Vous savez, nous étions peut-être le seul pays au monde où quelqu'un peut se lever le matin. Il a vécu aux États-Unis pendant 20 ans. Nous avons connu des candidats fantômes ici, des Oscar Kachala, les gens qui non, étaient... mais sont des Congolais. Qui venaient, non, s'il vous plaît, les gens qui venaient ici troubler seulement l'ordre public et puis partir. Je pense qu'il faut, bien sûr, je pense qu'il faut quand même organiser, Oui. en tout cas organiser, mettre en place un certain nombre de conditions pour celui qui voudrait, n'est-ce pas, présider à la destinée de plus de 80 millions de Congolais. Et donc, je note que les députés est dans ce droit. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il n'y a que les camps du président Moïse qui se sent morveux. Parce que la même loi vient aller tout simplement dans le même sens qui est la première proposition. La loi a un caractère impersonnel, Stéphane Balamongue. Si le président Moïse se reproche de quelque chose par rapport aux différentes initiatives qui sont prises, là, ça les concerne. Parce que je t'informe que lorsque vous feuilletez la loi sur base de laquelle on a organisé les élections en 2018, il y avait des interdits dans cette loi-là. Il y a des gens qui ont été exclus par la loi. Quand la loi vous dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir 5 000 $. Et lorsque vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas vous porter candidat. Postuler à un autre poste. Lorsque la loi vous dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir au moins 30 ans. Ça signifie que ceux qui n'ont pas 30 ans sont exclus. Les lois à travers le monde arrivent toujours à exclure les gens. Je pense que nous devons comprendre cette culture démocratique et évoluer. Nous ne pouvons pas, parce que M. Katumbi n'a jamais été député dans ces pays, alors refuser à un citoyen congolais parlementaire de surcroît de proposer, de prendre des initiatives. D'autant plus que si on s'en tient à cette proposition de loi, si elle passe et que ça devient une loi, il n'y aura pas que M. Katumbi qui sera visé. Il y a d'autres Congolais qui voudraient postuler. Moi, par exemple, je peux aussi avoir les ambitions. Mais comme je n'ai jamais été député ou sénateur, ça pose quand même problème. Mais attends, comment vous voulez que quelqu'un... Obama a été sénateur, Kamala Harris a été sénateur, Joe Biden a été vice-président de la République. C'est des gens qui sont quand même connus. Comment vous voulez seulement que quelqu'un tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe, président de la République? Prenons le président Félix Tshisekedi aujourd'hui. Hier, il était qui? Le président Félix Tshisekedi a chapeauté, d'abord, il était ministre des Affaires étrangères d'un grand parti qui est l'UDPS. La gestion de l'UDPS, ce n'est pas celle de la République. Monsieur, non, vous dites ça parce que peut-être vous n'avez jamais été dans un parti politique. Le parti politique prépare, un fait privé, s'il vous plaît, les partis politiques préparent les gens à la gestion. Ce n'est pas pour rien que quand vous allez dans un parti comme le CNC, vous verrez que les départements tels que créés actuellement, ils sont conformes pratiquement au portefeuille, au poste ministériel au gouvernement. Et les gens qui sont nommés là-bas, on les a nommés sur base de la compétence de chacun.
quelque part, on vous prépare à la gestion. Le président Tshisekedi était ministre des Affaires étrangères de l'UDPS pendant plusieurs années. Le président Tshisekedi était président du Rassemblement. Vous savez, ce n'est pas tout. Non, le président Tshisekedi... Il n'a pas été député national ou un sénateur. Mais attends. Si on s'en tenait bien sûr à cette proposition de la loi électorale. Je vais vous aider. La loi n'a pas un caractère rétroactif. Bien sûr. C'est-à-dire que la loi sort ses effets à la date de sa signature. Je Lorsqu'on promulgue, on dit, même quand il y a une ordonnance, on vous dit, ça entre en vigueur à la date de sa signature. Oui. Ça signifie que tout ce qui a été posé comme acte avant cette loi-là ne peut pas être pris en compte par cette loi-là. Et donc, je n'aimerais pas qu'on fasse le débat sur ce qui s'est passé. La proposition, elle est d'actualité. Ça signifie que si aujourd'hui elle est votée, elle sortira ses effets à partir des élections de 2023. Acceptez que je pose une question là-dessus. Allez-y. Si aujourd'hui cette loi électorale est votée, elle sera bien sûr en application. C'est un. Deux. Le président Félix Tshisekedi va se représenter pour un deuxième mandat en 2023. Mais il n'a jamais été député national ni sénateur. Va-t-il se représenter pour avoir été une fois président de la République encore? D'abord, je commence par vous rappeler que nous travaillons, nous, pour la victoire du président Tshisekedi. Nous, le CNC, depuis Soumabilou. Mais essayez un peu de répondre à ma question. Je vais répondre à votre question. Ok, vas-y. Nous sommes en train de préparer sa réélection comme président de la République. C'est compris. Parce qu'aucune loi ne le lui interdit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ici, vous posez la question de savoir si... S'il sera aussi coincé par cette loi. Il ne sera pas coincé par la loi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été président de la République. Quand vous lisez bien, j'ai eu... C'est une nuance qu'on peut mettre dans cette loi aussi. Non. J'ai eu la chance de lire la proposition des lois de monsieur, du député en question. J'ai lu ça. L'idée première, c'est laquelle dans la loi? L'idée première, c'est qu'on ne puisse pas avoir des parvenus. Vous comprenez? Qu'on ne puisse pas avoir des parvenus. Que lui-même appelle stagiaire à la tête de l'État. Alors, c'est comme ça qu'il parle. Quand il dit député ou sénateur, c'est le minimum. Mais le président Tshisekedi a été déjà plus que ça. Il a été déjà plus que ça. Et la Constitution garantit son deuxième mandat constitutionnel pour lequel nous, on va mouiller le maillot et on va présenter au moment opportun à la population ce qu'il a eu à faire dans le cadre de ses prérogatives, dans quel état il a trouvé les pays, où en sommes-nous aujourd'hui. Et plus d'une fois, le CNC a communiqué, que ce soit par son président intérim, que ce soit par ses secrétaires généraux ou par son porte-parole que je suis, que la candidature du président Tshisekedi est la nôtre et nous allons la porter en 2023. Et donc, lui, comment sera-t-il réélu au moment où presque tous les états majors de partis politiques peignent le tableau en noir? C'est ça le problème. Tout le monde vous dit... Vous dites non, s'il vous plaît, Steph, qu'il y a la misère, il y a l'insécurité, il y a des tueries, c'est ce que les gens disent. Vous savez... comment vous répondez à ces gens-là? J'ai dit sur ce plateau la dernière fois que pour dresser le bilan de quelqu'un, il faut partir de ce qu'il trouve. Bien sûr. J'ai plus d'une fois donné l'exemple de Biden, qui quand il prend les États-Unis, il trouve que Trump a fait un travail impeccable en termes de la lutte contre le chômage, en termes de la lutte contre la corruption, en termes de la protection des intérêts américains à travers le monde. La seule chose qu'on reproche à Donald Trump, c'est la mauvaise gestion de la pandémie Covid. Et lorsque Biden arrive, il n'avait pas à réfléchir, il prend tout l'argent, il affecte à la lutte contre Covid. Maintenant, quand vous venez chez nous, le président Tshisekedi a trouvé quoi? À partir du moment où on a répondu à cette question, nous pouvons maintenant les juger. Je vous informe que quand il prend le pays est coupé du monde. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés collaborer avec le pays disent qu'il y a la gabegie financière, il y a la corruption, ainsi de suite. La preuve, c'est que le FMI avait même arrêté la collaboration avec la République démocratique du Congo. Et quand il arrive, il fallait entamer un travail de faire comprendre aux différents partenaires, parce que je te rappelle ici qu'aucun pays ne peut se développer seul au monde. Si c'était tel était le cas, on n'aurait pas les États-Unis d'Amérique, on n'aurait pas l'Union européenne, ainsi de suite. Ça signifie que les gens pensent toujours que c'est en mutualisant les efforts que certaines choses peuvent marcher dans une nation qui se veut responsable. Et donc, quand il arrive, il trouve ce pays-là divisé, coupé du monde pratiquement. Personne ne nous regardait avec respect. Il avait un travail à faire, c'est de dire à ce partenaire, écoutez, vous pouvez revenir, voici ce que je suis en train d'imprimer comme marque de gestion. C'est quoi la marque de gestion? C'est la lutte contre l'impunité,
c'est la transparence dans la gestion des finances publiques, c'est la justice indépendante qui va traquer tous les criminels économiques. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que l'IGF a fait un travail remarquable, que le FMI est revenu. Quand les gens qui vous disent, pour que je revienne, garantissez la bonne gouvernance, reviennent, c'est qu'ils ont réalisé qu'il y a un pas qui a été marqué dans ce sens-là. Quand il arrive, il trouve une justice pratiquement aux ordres. Aujourd'hui, j'ai suivi le professeur Luzolo Bambi qui disait qu'il avait remarqué aussi un changement dans la façon de faire de nos magistrats. Et donc, quelque chose s'est passé. Quand il arrive, il trouve qu'à Kinshasa, pour manger les vivres frais, tu n'as pas d'autre choix que d'aller dans une seule maison. Je ne vais pas citer les noms des entreprises ici, mais vous savez de quoi je parle, parce qu'il y a une entreprise qui avait pratiquement le monopole de tous les vivres frais ici à Kinshasa. Quand il arrive, il dit, bon, attends, on peut quand même libéraliser. Mais avant de libéraliser, l'État doit être... c'est lui qui a la solution au problème des Quinois. Que veulent les Quinois? Les Quinois consomment beaucoup plus les surgelés, les chinchards, les poulets, ainsi de suite. Alors, parce que certains opérateurs qui ont été approchés par les gouvernements n'ont pas semblé comprendre les choses très vite, en attendant, le gouvernement lui-même passe à l'action, il achète ces surgelés qu'il va vendre aux Quinois et aux Congolais à bas coût. Quand il arrive, la gratuité de l'enseignement n'existait que dans la Constitution. C'est lui qui enlève la gratuité de la Constitution pour la ramener dans des écoles. Ça, c'est un travail qui a été fait. Quand il arrive, Transco est en panne avec 60 bus, c'est lui qui achète plus de 400 bus dans moins de 2 ans. Quand il arrive, la situation dans l'Est était ce qu'elle est. Le président Kabila avait fait beaucoup d'efforts. Attention, mais on faisait face à une guerre asymétrique. C'est comme ça qu'il prend, il lève, je vais dire, la courageuse option de décréter l'état de siège. Quand vous regardez les quelques actions que je viens de vous énumérer ici, vous allez aussi comprendre dans la démocratie qu'autant il y a des partis qui disent qu'il n'a rien fait, qu'il y a aussi des partis comme le Congrès national congolais qui peut dire à haute voix qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Maintenant, quand il arrive, un enseignant congolais n'a que donnant 2 000 francs de salaire. Aujourd'hui, il est à 375 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que nous on dit? Nous disons que ce qui est fait, ce n'est pas assez au regard de ce que nous avons comme richesse au Congo. Mais nous trouvons aussi qu'il y a un pas, qu'il y a la volonté, qui n'est pas seulement restée volonté, qui a été matérialisée, n'est-ce pas, par certaines actions qui ont été menées. Et aussi, il faut regarder le temps que quelqu'un a eu à faire, parce que les bilans de quelqu'un, il faut l'inscrire dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, vous réaliserez que, en termes de temps et en termes d'action, le président Tshisekedi a mieux fait que quiconque. Oui, c'est bien dit, vous avez bien dit. C'est bien, je ne refuse pas, je comprends. Mais entre-temps, au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez comment l'honorable Delis Sesanga traite ce que le gouvernement Sama Lukonde a déposé au niveau de l'Assemblée nationale comme projet de budget, exercice 2022. On nous parle de la délinquance financière. Déjà, quand vous prenez le budget, nous sommes à 10 milliards. Oui. Ça n'a jamais existé. Traité de délinquance financière. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du Congo. Ça n'a jamais resté dans l'histoire du Congo. C'est-à-dire que quand vous prenez le quelques 3 années que le président Tshisekedi a fait à la tête de la nation, vous verrez que nous sommes allés de progrès en progrès. Juste une virgule. Au début du mandat du président Félix Tshisekedi, le premier ministre s'appelait Sylvestre Ilunga Ilunkam, avait proposé le budget qui était estimé à 7 ou 6 milliards, quelqu'un comme ça. Le président de l'Europe, là où il était, il a dit non, revoyez ces budgets-là à la hausse. Vous connaissez? On a quitté de 6 à 7 comme ça jusqu'à 10 milliards. Les 10 milliards n'ont jamais été réalisés. Non, ça, vous le savez. Non, je sais. Est-ce que ça ne sera plus la même, la même chose avec celui-ci? Cette année-là, oui. Ce n'était pas au départ 10 milliards, c'était 4,5 milliards. Et le président a estimé que c'était peu. Il fallait arriver jusqu'à 10 milliards. Non, nous sommes allés jusqu'à 7 milliards.
Mais entre-temps, il y a Covid qui s'est invité et qui a cloué les économies du monde. Vous ne demandez pas quand même à la RDC de faire exception. Mais quand vous regardez le travail qui a été abattu pendant ces conditions sanitaires difficiles, vous réaliserez qu'il n'y a pas que la volonté dans le chef du président Tshisekedi. Il y a la détermination, il y a l'engagement, il y a les soucis de mieux faire parce qu'à la volonté, il pose les actes bien que les conditions soient difficiles et il ne prend pas ces conditions-là qui sont une réalité comme un prétexte. Et donc, aujourd'hui, pour la première fois, quand je disais que depuis que le président Tshisekedi est arrivé, nous sommes allés de progrès en progrès. Nous sommes partis du budget de 4,5 milliards à 6 milliards. Et aujourd'hui, pour le troisième exercice de son mandat, nous sommes à 10 milliards. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, lorsque vous prenez dans ce budget-là, lorsque vous le creusez, le budget, le projet des budgets qui a été déposé à l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a des répartitions qui ont été faites. Quand vous prenez les secteurs comme la défense, par exemple, vous verrez que pour la première fois, on a accordé à la défense un peu plus de crédits qui a quelques années. Maintenant, pour bien juger, il faut voir ce qu'avait la défense, par exemple, dans les projets d'autres budgets. Je ne vais pas ici parler en termes d'individus. Moi, je n'aime pas les débats autour des individus. Et alors, vous réaliserez qu'un progrès a été réalisé. Maintenant, la chance que nous avons avec l'Union sacrée, c'est laquelle? La chance que nous avons avec l'Union sacrée, c'est que la démocratie fait correctement son travail. C'est que vous pouvez être certes un député de l'Union sacrée, mais lorsque vous estimez que ce qui est alloué à la santé, à l'enseignement, à la défense n'est pas suffisant, vous pouvez le dire haut et fort et personne ne sera derrière vous pour vous demander les comptes. C'est le sens de ce débat démocratique qui est lancé autour de crédits à allouer à chaque institution. Et le projet de budget a été envoyé à la commission économico-financière de l'Assemblée nationale qui doit certainement approfondir les études, les analyses en tenant compte des propositions qui ont été soulevées par les élus nationaux quant à la répartition des crédits. Et donc, il faut quand même saluer cette gestion basée sur la transparence que le président Tshisekedi nous a amené aujourd'hui, où lorsqu'il y a un débat, lorsqu'il y a une question qui concerne la nation, chaque Congolais est donc informé, et donc l'information, elle est donnée à chaque Congolais pour qu'il puisse comprendre comment certaines choses se passent. Les dépassements budgétaires dont les gens parlent ici, je vous rappelle que en 2017, Joseph Kabila a enregistré un dépassement budgétaire jusqu'au-delà de 65%. Mais les gens en parlaient peut-être un peu parce que l'information ne circulait pas. Nous, on est peut-être au courant parce qu'on est journaliste, on est censé lire, on est censé chercher les informations. Lorsque nous avons une émission comme celle-ci, nous la préparons. Et la préparer signifie lire, voir ce qui a été fait, ainsi de suite. Alors, mais sous le président Tshisekedi, pourquoi les gens parlent de dépassement? C'est parce que tout s'est fait dans la transparence la plus totale. Les dépassements budgétaires, ce n'est pas une pratique que personnellement je peux encourager, mais je me dis qu'au regard de certaines priorités, de certaines choses à faire qui peuvent, n'est-ce pas, profiter à la République, eh bien, ça arrive, ce qui n'est pas une pratique à encourager non plus. Mais pourquoi maintenant ça fait jager? C'est parce qu'effectivement, la gestion basée sur la transparence voudrait que tout soit connu du peuple qui est souverain. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les structures comme l'IGF, comme ODEP, qui existaient dans ce pays depuis longtemps... Mais ODEP ne fait que tirer à boulet rouge sur le régime de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas pourquoi. ODEP vous dit qu'il y a une mauvaise gouvernance. Vous savez, c'est ça aussi le problème. Quand vous regardez, moi je vous ai toujours dit... ODEP nous parle tous les jours de dépassement budgétaire au niveau de la présidence et dans d'autres institutions. ODEP n'a pas existé avec le président Tshisekedi. Bien sûr. ODEP existe depuis longtemps. Oui. Je vous ai cité un seul cas du dépassement budgétaire ici en 2017, mais il y en a les gens. Vous avez déjà entendu un animateur de l'ODEP parler? La réponse est tout de suite non. La preuve, c'est que je vous ai dit que d'abord, il faut commencer par dire qu'un dépassement budgétaire n'est pas un détournement. Ce n'est pas un détournement. Absolument pas. Ce n'est pas un détournement. Ça veut dire seulement, quand vous avez assigné 100 000 $, vous êtes allé peut-être à dépenser jusqu'à 150 000 $, mais il y a des justifications.
Pourquoi nous en sommes à 150 000 $? C'est parce qu'il y a eu telle urgence, c'est parce qu'il y a eu tel projet. Ce n'est pas de l'argent que quelqu'un a pris. Le dépassement budgétaire ne peut pas comparer aussi à une incompétence. Non, non. Puisque s'il vous plaît, pourquoi je dis ça? Allez-y. Pourquoi je dis l'incompétence? Puisque un responsable qui maîtrise bien son secteur est censé maîtriser ce qu'il va faire. Il est censé faire une bonne étude de faisabilité. Je ferai ça, avec ça, au moment tel. Et je vais arriver à un tel résultat. Mais c'est chaque année, c'est chaque mois qu'on enregistre toujours des dépassements budgétaires. Alors, au juste, il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas de bonnes études. Je vais te répondre. Des administrations de ces institutions-là. En te retournant la question. D'abord, je commence par dire que vous et moi, il nous arrive de sortir de nos maisons. Bien sûr. Tu sais que toi, tu habites Limité. Ton bureau se trouve à Victoire. Ouais. Tu sais que si tu as 1000 francs, tu peux arriver à Victoire. Sans problème. Mais il y a des moments où tu dépenses jusqu'au-delà des 5000 francs pour arriver à Victoire. Tu me diras que tu avais aussi mal fait des études ou des calculs. Ça ne se calcule pas. Alors, mais tu as bien répondu. C'est ça même la réponse à ta question. C'est ça même la réponse à ta question. C'est-à-dire qu'on a fait les études, on a calculé. Vous savez pourquoi on dit par exemple à telle institution on donne autant d'argent? Ça signifie qu'on a calculé ce qui pourra être mené comme activité. Mais il peut se faire qu'il y ait d'autres activités qui nous sont pour la République. On fait quoi? C'est ça le problème. Et donc, les gens semblent faire passer ça comme non. Les dépassements budgétaires, c'est une pratique qui n'est pas à encourager, mais ce n'est pas un détournement. Et maintenant, pour juger de l'importance ou non du dépassement, il faut avoir accès aux activités qui ont été menées, n'est-ce pas, avec, par exemple, les fonds qui a fait qu'il y ait dépassement. En ce moment-là, on peut faire un débat des fonds. Mais se lever le matin comme ça, parce que vous êtes au nom de la liberté d'expression aujourd'hui, au nom de la démocratie, au nom de l'état des droits, vous pouvez correctement faire votre travail. Mais j'aimerais qu'on soit quand même juste envers nous-mêmes pour comprendre qu'il y a un peu de la mauvaise foi dans certaines choses qui sont distillées dans l'opinion. Parce que je vous disais ici que les dépassements, c'est une pratique qui existe à travers le monde. Ce n'est pas seulement au Congo, en France, aux États-Unis, dans d'autres pays. Les institutions arrivent toujours à aller au-delà de leurs assignations. Mais attention, ce n'est pas un détournement. Merci. Chers compatriotes, vous nous suivez de partout. Sachez très bien que vous êtes sur EDEM TV officiel, précisément dans l'émission Tango Koki. Je reçois pour vous Sélé Kanangi, la porte-parole nationale du CNC, un parti cher à l'excellence, ministre d'État Pius Mwabilou. Alors, il est ensemble avec nous. Nous sommes en train de chuter déjà avec la deuxième thématique. Nous parlons des prouesses enregistrées par le désarmé au niveau de l'Est du pays. Aujourd'hui, on peut dire que la décision était salvatrice. Je l'avais dit chez ton confrère Pero Louara il y a une semaine. Ok. Je l'ai répété chez ton confrère Louis-France Kouzikessa le samedi et même chez ton confrère Peter Sani parce que j'avais eu 2 émissions avec ces brillants journalistes de mon pays. Ouais. Vous savez, Stéphane, les gens aiment 2 fois les gnosologues du Congo. C'est un terme qui est de plus en plus à la une. Les gnosologues du Congo, les gens qui connaissent tout, ils connaissent la défense, ils connaissent la sécurité, ils sont dans l'économie, ils sont en tout cas, ils sont eux-mêmes tout. Ils sont urbanistes, ils sont économistes, ils sont ingénieurs. Les gnosologues de Kinshasa distillent beaucoup de mensonges dans l'opinion. Deuxième élément. Oui. À travers le monde, Stéphane Balamanké, nous avons tous aujourd'hui un ennemi commun, nous tous, bien sûr, qu'on appelle terrorisme. Ouais. Et quand vous regardez à travers le monde, vous verrez toujours les pays voisins, le pays d'une même région, les pays d'une même sous-région, excusez-moi, se liguer, se mettre ensemble pour faire face à la menace du terrorisme. Parce que je rappelle que le terrorisme aujourd'hui frappe de plein fouet le monde. Le CNC depuis Mwabilou a même communiqué la semaine passée saluant la mutualisation des efforts pour vaincre l'ennemi. Imaginez-vous, la France fait partie des pays les mieux sécurisés au monde. Mais vous avez vu les terroristes frapper à côté d'un stade où les chefs de l'État regardaient le match, s'il vous plaît. Oui.
où les chefs de l'État regardaient les matchs jusqu'à les qualifier de lâches. Waouh. Je pense que quand on évoque la question liée à l'insécurité, au terrorisme, il y a les gens qui ne comprennent peut-être pas les choses. Il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas les choses. Qu'est-ce qui se passe? Les ADF sont des rebelles d'origine ougandaise. Un peu comme les FDLR sont des rebelles d'origine rwandaise. Rwandaise, oui. Mais depuis que les ADF opèrent dans la partie est de notre pays, parce que je rappelle qu'ils sont certes ougandais, mais ils sont basés en République démocratique du Congo, principalement dans notre parc. Ils n'ont jamais frappé en Ouganda. C'est comme ça que l'Ouganda avait pris à la légère l'action des ADF. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le 16 novembre 2021, en pleine capitale Kampala, les ADF ont frappé en Ouganda. Et c'est comme ça que le président Museveni a compris l'importance de nous liguer pour combattre les ADF. C'est ça le sens de cette démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne présentent pas seulement une menace pour la RDC, ils sont aussi une sérieuse menace pour l'Ouganda. Sans faute. C'est quoi les péchés que les deux chefs d'État ont commis s'ils disent mutualisons nos forces parce que nous avons un seul ennemi commun? Les gens craignent quoi? Non, avec l'entrée de l'AFDEL, derrière Musée Laurent Désiré Kabila, il y avait le Rwanda, et par après, le Congo était obligé à payer un prix. Vous connaissez, avec l'accord de l'Omera, à payer un prix. Les gens craignent, est-ce que, après cet apport de l'Ouganda, demain ou après-demain, le Congo ne sera plus bité, à payer, contraint à payer un prix? Regardez, vous savez, il n'y a pas de prix à payer à la suite. L'exemple que vous prenez, il s'agit d'un Congolais qui a fait appel aux étrangers pour qu'ils l'amènent, en quelque sorte pour qu'ils lui donnent le pouvoir. Bien sûr, c'était une rébellion. Et en contrepartie, il devrait y avoir les accords dans ce sens-là. Très bien. Mais ici, nous avons le même objectif. Oui. C'est-à-dire que lorsque l'armée congolaise pourchassait les ADF, ils allaient se cacher en Ouganda. Et lorsqu'ils sont pourchassés en Ouganda, ils venaient se cacher chez nous. Ça signifie que quand ils partent se cacher là-bas, ils présentent une menace pour nous. Et quand ils viennent se cacher chez nous, ils présentent aujourd'hui aussi une menace pour eux. Qu'est-ce que nous nous sommes dit maintenant? Combattons-les ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez les attaquer de votre côté. Nous aussi, on attaque de l'autre côté, de manière à ce qu'on puisse les coincer quelque part et qu'on en finisse. Ici, personne ne doit à personne, sinon nous devons nous devoir nous tous parce que nous avons un seul ennemi qui présente une menace sérieuse à la sécurité et chez nous, et pour la sécurité plutôt, et chez nous et en Ouganda. Et donc je ne pense pas qu'il faut voir les choses de cette façon-là. Mais maintenant, moi je comprends par exemple les compatriotes... Qui contrôle les opérations sur le terrain? Les opérations sont contrairement. Le fils au président ougandais, lui, gère l'unité ougandaise. Et de notre côté aussi, nous avons le patron de notre unité, mais les opérations, comme dans tout pays responsable, lorsqu'il y a une armée qui vous vient en appui, elles sont toujours chapeautées par l'armée nationale et, pour les cas échéants, ce sont les FARDC qui chapeautent les opérations. Maintenant, comme j'étais en train de te dire, je comprenais, par exemple, les citoyens qui partant de notre... précédent fâcheux avec l'Ouganda, avec cette guerre des 6 jours à Kisangani, dire par exemple, non mais nous avons un précédent. Nous avons un précédent. Causé vraiment du tort. Bien sûr, mais l'Ouganda même été condamné. N'a jamais payé les 10 milliards. Ils ont même été condamnés à payer ces 10 milliards. Ouais, maintenant, l'aspect judiciaire suit son cours normal. L'Ouganda a bel et bien accepté de payer cet argent. La Cour pénale internationale continue à faire son boulot. Maintenant, ici, nous avons une menace sérieuse. Nous avons un ennemi commun. Attention, je ne peux pas dire que parce que tu me dois mon argent et que si nous avons un seul enfant qui est en train de brûler dans le feu et pour lequel nous pouvons chacun apporter, je ne sais pas, son eau pour éteindre le feu, qu'on dise non, comme il me doit l'argent, qu'on laisse l'enfant brûler. L'enfant ici, je le prends pour le pays, au fait, qu'on laisse les pays brûler parce que l'Ouganda nous doit. Non, l'Ouganda nous doit sur les plans judiciaires. Mais sur les plans militaires, nous avons une menace sérieuse à laquelle nous faisons face. Il était important pour nous de mutualiser, de mettre ensemble nos efforts afin qu'on arrive tous à vaincre cet ennemi. C'est ça un peu ma lecture par rapport à ce dossier. Très bien. Il y a 2 ou 3 jours passés, on a vu une frange de la population en train de brûler les miliciens Codeco vifs.
ça devient l'extase même de la méchanceté. Bon, mais il faut d'abord comprendre ce que ces criminels des Codeco ont fait subir à la population. Mais j'aimerais seulement dire à la population qu'il est interdit dans nos lois de se rendre justice. Ouais. Dans nos lois, il est strictement interdit de se rendre justice. Mais je comprends en même temps sa colère, je comprends en même temps son mécontentement. La milice à laquelle vous faites allusion a créé beaucoup de dégâts, causé beaucoup de dégâts dans notre pays. Rappelez-vous qu'ils sont même plus d'une fois entrés en plein jour en ville, créant les désordres, troublant l'ordre public. Et donc je comprends que la population qui a de très mauvais souvenirs lui laissés par cette milice agisse comme ça. Mais ce que je peux leur dire, c'est que il ne faut jamais se rendre justice. Lorsque vous avez un problème, il faut toujours l'amener à la justice parce que la justice doit faire correctement son travail. Au chapitre de réaction, avant de se quitter, je retiens une, c'est celle du docteur Denis Mukwege qui pense que la présence de militaires ougandais sur les sols congolais entraînerait bien sûr au pillage de nos minerais. Comment le gouvernement congolais s'est-il préparé pour sécuriser nos minerais? Du docteur je la trouve légitime, je la trouve fondée, oui. Parce que c'est vrai qu'on sera en train de pourchasser l'ennemi, mais entre-temps, est-ce qu'il y a des dispositions ont été prises pour la sécurisation de nos minerais? Je dis que c'est des secrets militaires qui ne peuvent pas être communiqués à la télévision. Nous avons confiance à notre armée, nous avons une armée responsable. Je suis certainement sûr que toutes ces questions ont été prises en compte, ont été débattues et des solutions ont été trouvées. Maintenant, le docteur est dans son droit de donner son point de vue dans un État démocratique. Ça fait partie et donc, du fonctionnement normal d'un pays dans la démocratie. Et donc voilà, maintenant, j'ai suivi par exemple les gens dire que non, écoutez, Mouyaya a manqué la communication, il a menti. Non, Mouyaya n'a pas menti. Vous savez que, Stéphane, ce qui se passe avec les FDLR, tout comme avec les ADF, vous êtes journaliste, vous savez, comme moi, que dans ce qui se passe dans notre partie Est, il y a beaucoup d'implications. Il y a même des nationaux qui sont des mèches avec ce rebelle. On va chuter déjà. Est-ce qu'on aurait voulu que Mouyaya dise, écoutez, on va lancer les opérations demain pour que ceux qui sont des mèches avec ces ennemis-là leur filent l'information afin qu'ils se cachent? C'est bien, merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Gims, j'espère image au bozomona oyo, eza image ya chaîne na biso ya mibale. Cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko finga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to salela biso vidéo kaka ya 10 minutes. O sali vidéo ya 10 minutes. O tindelinga na numéro na nga oyo eza affiché oyo na WhatsApp. Ce qui o tindelinga to kozwa vidéo na yo to tie yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso oyo ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Ah, tu as posta ko to invité te. Ah, tu as posta ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso oyo amoni kaza na opinion na ye. Asali la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osalaka vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na nga WhatsApp. Lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana. Et ceux qui o tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo. Senga batu ba s'abonner massivement na chaîne pour balandaka opinion na yo. Et vous allez malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider binope bolo baka batu ba yokaka. Chaîne yangwana Gims Lakisi ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba Balamwange Mupenda Opinion Télévision. Balamwange Mupenda azo faire véhiculer opinion na yo na nzela ya télévision. Voilà ma conception
et ma vision. Merci beaucoup na Mwanamboka Gims Lokumu. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.